Aujourd'hui, je vous propose de rencontrer Edith, dont la vie a été transformée par un don d'organes. Un don qui a eu lieu alors qu'elle venait de donner naissance à son fils Martin. On peut imaginer que le don d'organes concerne principalement les personnes confrontées à des maladies chroniques, mais la réalité est bien différente. Comme vous allez l'entendre, les circonstances qui entourent le don d'organes sont parfois surprenantes pour ne pas dire extraordinaires. L'histoire d'Edith met nos a priori au placard car elle nous prouve que parfois, le destin nous réserve des surprises qui changent tout. Bonne écoute! Bienvenue dans Ainsi va la vie, le podcast ressources pour parler sans tabou de la mort et du deuil. Et oui, pourquoi éviter ces sujets alors qu'ils nous concernent tous ? Je suis Gaëlle Guigny, praticienne de shiatsu et accompagnante du deuil, curieuse et passionnée par les rencontres qui nous font grandir. Dans chaque épisode, je reçois un ou une invitée qui nous partage son histoire, son expérience, son regard. Ces témoignages nous donnent des clés pour mieux surmonter les pertes dans nos vies et traverser nos deuils en conscience. Nous abordons ensemble des sujets essentiels, profonds, délicats, qui bousculent parfois, mais qui toujours nous rappellent à notre humanité. Ainsi va la vie, c'est le podcast qui nous rend plus vivants. Bonsoir Edith. Bonsoir Gaëlle. Merci beaucoup d'avoir accepté de participer à cet épisode pour témoigner de l'importance du don d'organes. Ça me tenait vraiment à cœur de vous rencontrer parce que vous avez une histoire absolument étonnante et rare, faut le dire. Vous allez nous la raconter. C'est une histoire qui a commencé lorsque vous attendiez votre troisième enfant, c'est bien ça? C'est ça. Donc, moi, j'étais à l'époque une jeune maman, donc nous avions 2 enfants avec mon mari, Lucas qui avait presque 4 ans et puis Mathilde qui avait 2 ans. Et comme toutes les familles qui se réjouissent d'attendre un heureux événement, on se préparait à accueillir la naissance donc de Martin avec beaucoup d'enthousiasme des enfants. Et puis la vie parfois ça ne se passe pas comme prévu. Et en l'occurrence, alors que j'attendais un bébé, j'ai failli ne plus être là pour le voir grandir, j'ai failli ne plus être auprès de ma famille et c'est grâce à la greffe, dans un moment où ni moi ni ma famille on attendait, où on était prêt à aborder ce sujet, que le sujet du don et le sujet de la greffe s'est posé. Alors racontez-nous votre histoire, cette histoire atypique. Votre grossesse se passait bien ? Ma grossesse s'est passée plutôt normalement, dans un rythme un peu effréné parce que je suis quelqu'un de plutôt actif. Et donc, un soir, je me sentais moyennement bien et je me suis dit, ce sont les signes avant-coureurs de la naissance, sans doute je vais accoucher. J'ai appelé mes parents qui avaient l'habitude de venir garder les enfants. Et avec mon mari, on est parti à la maternité, mais sans le dire, je sentais quand même que j'étais vraiment pas en forme et dans une situation qui me semblait quand même pas habituelle pour avoir accouché 2 fois. Vous étiez à terme ? Ouais, à terme, 8 jours avant le terme, donc c'était plutôt classique. Et donc, arrivée à la maternité, l'équipe qui m'a prise en charge, je pense, a eu la bonne idée ou le professionnalisme de ne pas me dire que les signaux étaient alarmants. Et donc, Martin est né plutôt très vite. On a eu le temps de faire quelques photos. Et un troisième enfant, c'était une naissance facile sur le plan de l'accouchement. Mais rapidement, pour moi qui avait une douleur qui irradiait dans l'épaule et un sentiment d'être très nauséeuse, l'équipe médicale m'a dit, le bébé est né, il va rester un peu avec son papa et vous allez aller passer un scanner. Et donc, je suis allée passer un scanner, mais je ne me suis réveillée que 7 semaines après. 7 semaines ? 7 semaines après. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Ce qui s'est passé, c'est que comme je me sentais pas bien, ce scanner, il a révélé une hémorragie très importante au niveau du foie. Donc une hémorragie que sur le plan médical, l'équipe en place ne savait pas comment régler et qui a valu beaucoup d'échanges, un appel du chirurgien de garde avec un hôpital à Paris, avec des spécialistes du foie. Certains disant il faut opérer tout de suite, les autres disant surtout n'opérez pas, c'est trop risqué. Et avis contre avis, un médecin de l'hôpital de Saint-Brieuc m'a quand même opéré
pour poser ce qu'on appelle des packings, c'est-à-dire qu'ils ont mis des champs opératoires pour bloquer l'hémorragie autant que possible et me rendre transportable en hélicoptère jusqu'à Rennes. D'accord. Donc j'ai pris l'hélicoptère pour la première fois de ma vie dans des circonstances qui ne m'ont pas laissé gros souvenirs. Et là, vous étiez inconsciente déjà ? Inconsciente. Donc en fait, j'avais une péridurale pour l'accouchement, et puis la péridurale étant posée, ils ont poussé jusqu'à une anesthésie pour que je ne vive pas ces moments terribles. Donc moi, je suis arrivée à Rennes un lundi matin, où j'ai été réopérée dans l'après-midi, après avoir été opérée dans la nuit à Saint-Brieuc. Et donc là, à Rennes, les spécialistes de la chirurgie hépatique ont essayé de sauver mon foie en continuant de la chirurgie, plus des traitements. Le mardi, j'ai été réopérée. Le mercredi, j'ai été à nouveau opérée. Le jeudi, la situation s'est vraiment dégradée et j'ai été opérée, mais on a enlevé mon foie qui était hors d'usage et j'ai été inscrite en super urgence, donc en priorité absolue pour recevoir un don. Donc ça a été des jours pour mon mari, pour mes parents, où tous les jours et presque toutes les heures, on dit pronostic vital est engagé, pronostic vital est engagé. Donc Martin avait été à la maternité avec l'équipe de néonat qui a bien voulu le garder. Et mes parents qui s'attendaient pas du tout à ce qu'on leur parle de la greffe, se sont un peu renseignés, mais de toute façon, il n'y avait pas d'autre choix que de se dire bienvenue, si ça peut marcher, c'est ça qu'il faut faire. Donc j'ai été inscrite en super urgence le jeudi. La super urgence, c'est quand vous devenez prioritaire absolue ? En super urgence, ça veut dire en première position sur la liste. La super urgence, je crois que c'est une échelle européenne, donc c'est très vaste. Entre le jeudi soir où je suis inscrite et donc dans la journée du samedi, les équipes médicales savaient qu'il y avait un foie pour moi qui était compatible. Et puis et donc ma famille a su que j'étais greffée, que j'allais être greffée dans la nuit donc du samedi au dimanche, quoi. Donc ce dimanche, 17 février, renaissance. Voilà. Oui, vous avez eu une chance incroyable quand on sait les délais d'attente qu'il peut y avoir. Et je vois que ça vous émeut d'en parler. Quelque chose qui me bouleverse encore, plus de 15 ans après, c'est de se dire que alors qu'on est limite de perdre la vie, et qu'en parallèle, quelque part en France, il y a une autre famille à qui on annonce, dans des temps qui sont parallèles, que son frère, sa sœur, son père, sa mère est mort ou est en état de mort cérébrale, et que cette famille, alors qu'elle est dans une situation terrible, en fait se décentre de sa douleur pour penser à d'autres que nous étions à l'époque, et que cette famille, elle ose dire ce oui, le oui qui sauve, quoi. Et pourquoi pas d'autres, mais en tout cas pour nous, ça a été formidable et presque miraculeux, parce qu'il y a une famille qui a dit oui, et que grâce à cette famille, dans un délai très proche, parce que je n'ai pas attendu cette greffe, moi j'attendais juste un bébé, et donc que ce foie est arrivé, et que j'ai été greffée, et que tout a fonctionné au mieux de ce qui a pu être, sans que ce soit tout à fait facile, parce que quand on est enceinte, qu'on vient d'accoucher, on n'a pas une situation qui est tout à fait prête à accueillir une greffe. Oui, le corps est préparé pour autre chose, pour accueillir un bébé. Vous aviez quel âge à l'époque ? J'avais 33 ans, j'étais en forme, j'étais sportive, je ne fumais pas, j'avais une bonne hygiène de vie vue de ma fenêtre, mais voilà. Et ça a aussi facilité la suite. C'est-à-dire ? Faciliter la suite, avec des moments douloureux quand même, puisque j'ai reçu cette greffe, et là, toute la famille était suspendue quand même. Est-ce que ça va fonctionner ? Et donc, après plusieurs semaines, alors j'étais toujours dans un état de coma végétatif, avec une sonde gastrique intubée de partout, dialysée, parce que forcément, quand tout s'arrête, les reins ne fonctionnent plus. Et puis, au bout de 2 semaines et demie après la greffe,
progressivement, en fait, l'équipe médicale a permis mon réveil. Et là, j'avais tout oublié ou pas perçu ce qui se passait, au point que je demandais à mon mari, je ne savais pas où j'étais, je ne savais pas quel jour on était, et je ne savais pas que j'avais accouché. Ah oui, wow, c'est stupéfiant. En fait, c'est comme si votre mémoire s'était effacée. Vous vous souveniez que vous aviez été enceinte, mais pas que vous étiez arrivée à l'hôpital? Je n'ai rien vécu de ça parce qu'en fait, je suis arrivée en étant sous anesthésie. J'ai été multi-opérée sans arrêt de l'anesthésie. Et après, dans un coma qui est provoqué par les équipes médicales, hein, mais pour ne pas vivre ces moments terribles, quoi. Et donc, je me suis réveillée progressivement. J'étais quand même très sédatée. Et assez vite, je me suis dit, oui, c'est vrai, Martin est né. Et mon mari a amené tout de suite des photos. On avait cette perche à perfusion où ils ont, avec ma sœur, tout de suite mis plein de photos pour que ce soit très concret aussi. Voilà, que Martin était bien là. Mais j'avais du mal à concevoir qu'il était là et je ne l'avais pas vu, ou je me souvenais plus l'avoir vu. Et là, l'équipe médicale, vraiment, ça a été assez phénoménal parce que le service de réa médical, c'est pas du tout fait pour accueillir des familles, pour accueillir des bébés. Et pour moi, ce qui était important dans ces moments-là aussi, pour pouvoir reprendre de l'élan et me remettre, c'était de voir mes enfants, de voir Martin. Et il y a une psychologue qui est venue me voir pour me poser des questions sur l'acceptation du don. Parce que c'est vrai que quelqu'un qui va être greffé, il a pu en échanger, il a pu en parler, il s'est projeté sur le fait de recevoir un organe. Et dans le moment présent, elle me dit, alors voilà, comment vous vivez ce don? Et je lui dis, mais moi, greffée ou morte, je suis très contente d'être greffée. Et c'était juste mon seul... Je ne mesurais rien d'autre à ce moment-là que juste le bonheur de me dire, je suis là. Je suis en vie. Je suis en vie. Je suis en vie. Et pas tout de suite, bien sûr, parce qu'au début, quand on se réveille après un si long état de sédation, je ne sais pas si c'est le bon mot, j'étais comme tétraplégique. Hein. Je ne pouvais pas lever les jambes, je ne pouvais pas me gratter la tête, je ne pouvais rien faire parce que le corps, il perd sa masse musculaire, il est très affaibli. Et mon combat de chaque jour, c'était me dire chaque jour je dois aller un peu mieux parce que je veux que les enfants viennent me voir. Et il ne faut pas qu'ils me voient comme ça. Et donc, au bout de 2 semaines après mon réveil, Martin a pu venir me voir et toute l'équipe médicale a vidé tout un grand placard, qui était presque une petite pièce, pour qu'on puisse accueillir Martin, mon mari, ma maman et ma sœur, qui sont venus à l'hôpital. Et j'ai pu prendre Martin dans mes bras. Voilà. C'était notre première rencontre. Et là, il y a la vie et ce souvenir, ou pas souvenir, mais de se dire, j'aurais pu ne pas être là. Et voilà, c'est cette histoire qui devient notre histoire familiale. Hein. C'est au cœur de tout ça, tous les jours. Et même aujourd'hui encore, il y a le don. C'est ce don qui a permis ça. Et oui, c'est tellement important ce que vous nous partagez là, Edith. C'est ce don qui a permis ça. Et il n'y a pas un jour de fête, de soleil dans la nature, où je fais un peu de route pour mon travail, où je me dis, cette famille, comment elle vit aujourd'hui. Oui, vous y pensez tout le temps, oui. Ouais, j'y pense. Pardon. J'y pense quand c'est Noël. J'y pense quand c'est mon anniversaire. Ce n'est pas l'anniversaire de la personne qui m'a donné son foie, mais c'est juste me dire, alors que nous on vit des moments heureux, pour d'autres, il y a le manque. Et on ne peut jamais dire assez merci. Oui, ça a changé votre façon d'apprécier la vie? Oui, inévitablement ça la change. Et à la fois, je vais dire que quand on est dans ces moments où on prend un peu de distance et on a un regard différent, mais il faut être lucide aussi, la vie elle nous rattrape. Moi j'ai un métier très prenant, j'ai une famille, etc. Et
la vie, elle reprend le dessus, parce que la vie est toujours plus forte que tout, et que il y a aussi tous ces moments où on est dans un élan, où même des fois je me dis, mais pourquoi tu veux tout faire et pourquoi tu veux être partout, et on pourrait presque dire de vivre pour deux dans le cliché. Alors je sais pas si c'est ça, mais en tout cas il faut rien rater. Tout ce qui doit se fêter se fête, et il ne faut rien rater. Alors cette rencontre avec Martin, comment est-ce qu'elle s'est passée? C'était particulier parce que quand on est en réanimation, on quitte pas son lit avec des bips, des machines, on est attaché, et voilà, et on ne voit que le plafond. Et là, c'était une aventure, et vraiment cette équipe médicale extraordinaire qui a dit non, voilà, si, vous allez pouvoir vous asseoir, Madame Méran, et si, vous allez pouvoir vous déplacer, et bien sûr qu'on va vider cette petite pièce. Et donc Martin est venu, c'était magnifique et un peu douloureux quand même, parce que je ne pouvais même pas le tenir dans mes bras, parce qu'il était trop lourd, et il faisait 2,6 kg. Donc, d'où aussi cette idée de me dire, voilà, les enfants, il faut que leur maman, elle soit en forme. Et après, ça a été ma bataille de tous les jours, de me dire, allez, hop, voilà. Donc, je voulais marcher, je voulais me lever, je voulais aller dehors, je voulais voir. Et l'équipe médicale, très volontaire, m'a toujours permis d'aller, dès que je demandais quelque chose, d'aller plus loin que ils n'ont jamais été freinants. Donc après la réanimation est venu le temps d'un service plus classique avec de l'éducation thérapeutique, comme on dit, parce qu'il y a plein de cachets, etc. Et là, les enfants ont pu venir à plusieurs reprises. Et cette psychologue que j'avais rencontrée, qui était très inquiète sur l'acceptation de mon don, elle a tout de suite compris que ce qui était l'enjeu pour moi, c'était la famille. Et donc les enfants et Lucas et Mathilde sont venus à quelques reprises à l'hôpital, et elle avait aménagé une petite pièce très sympa et tout. Donc j'ai vu les enfants à quelques reprises, et Martin est revenu aussi. Voilà, c'était le bonheur de tous. C'était un peu la mascotte. Il n'y a pas beaucoup de bébés qui ont moins d'un mois dans un hôpital. Eh oui. Donc ça a été formidable. Et assez vite aussi, l'équipe médicale a accepté que je rentre, assez vite, tout est relatif, hein, mais que je rentre, et donc je revenais en hôpital de jour de Quintin jusqu'à Rennes plusieurs fois par semaine pour pouvoir être à la maison le soir. D'accord. Avec une présence, et là, la famille, ça fait tout, parce que mes beaux-parents étaient à la maison, mes parents étaient à la maison, et toute l'intendance, on est une grande famille, et toute l'intendance était gérée par plein de personnes. Et chacun faisait, ou jouait un rôle pour que ce soit le plus facile pour tout le monde. Waouh, mais quelle histoire, et quel soutien vous avez eu, c'est fantastique. Pour autant, c'était quand même, j'ai le souvenir pour Lucas et Mathilde qui étaient tout petits, la difficulté quand même, avant que je n'arrive, on est tous différents dans les familles. Dans ma famille, avec mes parents, on a toujours parlé assez facilement de la maladie, qui n'est pas toujours un sujet aisé, assez facilement de la mort, qui n'était pas non plus un sujet tabou quand j'étais enfant, et même toujours. On allait volontiers rendre visite à des personnes défuntes parce que on les avait connues, on les avait aimées, et c'était assez naturel d'aller les visiter quand elles étaient plus de ce monde, quoi. Mais dans ma belle famille, c'est un sujet beaucoup plus tabou. La maladie est un sujet plus difficile, et on n'en parle pas. On en parle peu, voire on n'en parle pas. Et mes beaux-parents, en fait, et mes parents, chacun dans des styles opposés, mais qui correspondaient un peu à leur facilité. Mes parents étaient très présents à l'hôpital, très présents dans ce monde médical, et mes beaux-parents très présents à la maison, gérant l'intendance, gérant les repas, gérant le fait que la maison tourne. Et finalement, en fait, c'est aussi la vie, c'est la complémentarité des forces. Donc, ils ont été proches de Mathilde et Lucas, mais en étant sans doute pas très à l'aise pour parler de ce qui se passait. Donc, un rôle qui revenait à mon mari, qui était quand même dans une situation douloureuse, un rôle que ma sœur a beaucoup joué aussi, parce qu'elle avait cette complicité, parce qu'elle pouvait leur parler. Et un rôle que moi, j'ai voulu reprendre dès que je suis revenue pour dire « maman est là ». Oui, pour reprendre votre place. Est-ce que ça s'est fait facilement? C'était un peu difficile au début parce que je pouvais pas porter, je pouvais pas. Alors, il y avait beaucoup « non, maman, on ne peut pas, non ». Et moi, je disais « si ». Donc, je m'asseyais, il venait à côté, etc.
Mais je ne voulais pas qu'ils se disent, maman est là, mais elle ne peut rien. Hmm. Donc c'était aussi ma bataille de me dire, si, avec des moyens limités, mais voilà. Et les enfants, je pense, l'ont vécu pas si mal. Vous leur avez expliqué ce qui vous était arrivé, ce qui vous arrivait. Comment est-ce que vous en avez parlé à vos enfants? Dans la famille, en fait, j'ai un oncle qui a été greffé, qui a reçu un don de moelle osseuse. Et pour ce type de don, qui est un don du vivant, il a reçu la moelle d'une de ses grandes sœurs. Et pour les enfants, ça nous paraissait au début un peu trop tôt, parce qu'à 4 ans et 2 ans, Mathilde parlait à peine, de dire que j'avais été sauvée parce qu'une personne décédée avait pu me donner son foie. Donc au début, on a été plutôt dans l'analogie à dire, ben voilà, maman est guérie ou en train de se guérir parce que il y a une personne qui a bien voulu lui donner son foie. Et pour les enfants, en faisant l'analogie avec tonton, c'est passé très très bien et c'était une perspective, ou quelque chose qui était vécu positivement. Et en grandissant, on a abordé le sujet parce que c'était normal de le faire et important de le faire. Et Martin, lui, qui était encore dans une autre temporalité parce que c'était un bébé, quand il a été petit, on a été parfois sollicité pour témoigner. Et je l'ai fait souvent parce que cette histoire, elle est atypique et elle rappelle combien c'est pas parce qu'on est malade qu'on a besoin d'une greffe, c'est pas parce qu'on est âgé qu'on a besoin de la greffe, et que tout le monde un jour peut avoir besoin de la greffe. Et oui, c'est important de le rappeler. Moi-même, ce sujet, j'y avais réfléchi, mais en me positionnant, en me disant un jour, si la situation devait arriver, bien sûr que je serais donneuse. J'avais une carte de donneur. Ah oui? Que j'avais prise à la fac quand j'étais jeune. Mais j'avais jamais imaginé l'inverse. C'était, voilà. Et avec Martin, quand il était jeune, j'ai souvent témoigné. Et en fait, on a peut-être, pour amener les choses, parce que c'est ma nature d'être positive, eh bien, en fait, Martin, il voyait ça, maman, on est des héros. Parce qu'en fait, cette situation était atypique et il était là et j'étais là. Et que souvent, dans ce qui m'est arrivé s'appelle un HELP syndrome, qui est en fait une combinaison de dysfonctionnements majeurs. C'est un peu technique, et malheureusement, souvent, soit la maman décède ou le bébé décède. Et est-ce que ça arrive essentiellement au moment de l'accouchement? Ouais. Pour faire simple, c'est un peu une complication plus grave de l'éclampsie, qui est plus connue. Ah d'accord, je connaissais pas. Voilà. Et donc, quand j'étais à l'hôpital, très souvent, les équipes médicales, donc au CHU à Rennes, il y a plein d'internes qui viennent, et donc, les équipes se déplaçaient pour voir, on vient voir le HELP syndrome, on vient voir le HELP syndrome. C'était mon nom du moment. Et alors après, quand on est rentré, forcément, on était marqué par cette histoire. Et moi, j'avais conscience aussi de cette chance de me dire, je suis là, Martin est là. Parce que à chaque fois, la question de tous ces médecins qui passaient, c'était et votre bébé? Parce que c'était plausible quand ils venaient me voir que, en fait, il n'y ait plus de bébé. Et nous, on est là tous les deux. Quel âge a Martin aujourd'hui? Martin a 15 ans et demi. Il est très en forme, plus que sa mère parfois. Et voilà. Et alors, on n'en parle pas tous les jours, mais on en parle quand même parfois. Et il m'a dit récemment, c'était intéressant parce que, comme quoi, avec l'âge avançant, il m'a dit, Tata Cécile m'a tout raconté l'histoire, tu ne m'avais pas tout dit. Ah oui, il y réfléchit et ça fait son chemin. Je me suis dit, tiens, c'est curieux, parce qu'à chaque âge de la vie, on dit des choses, mais on ne dit pas la même chose. Ouais. Et moi, je suis aussi attentive aux questions des enfants, donc je réponds aux questions. Et peut-être en effet que on n'en avait pas parlé depuis 2 ans, depuis que le sujet se soit présenté, et que en grandissant, il a d'autres questions et d'autres interrogations. Et donc, ça nous a valu un nouvel échange sur le sujet.
Et puis chacun a vécu cet événement avec sa réalité à ce moment-là. Voilà. Sa propre vision, ses propres émotions face au stress, au traumatisme, à l'angoisse. Puis devoir faire vivre la famille, comme vous le disiez, prendre soin de la fratrie, etc. Chacun a sa pierre à apporter à cette histoire, en fait. Ouais, d'où l'importance, hein. Moi, je suis d'une famille de 5 enfants et quand on vit des moments difficiles comme ça, forcément, ça ressoude tout le monde. Et ouais, c'est vrai que mes frères, mes sœurs, mes parents, ma sœur en particulier, avec qui j'ai 3 frères et puis une sœur, donc ça a créé un lien très très fort. Ah ouais, extrêmement fort, qu'on a toujours, qu'on avait déjà, mais qui s'est renforcé. Et avec mes frères aussi, bien sûr, mais peut-être encore différent avec ma sœur, qui est rentrée dans un lien d'affection. À l'époque, elle n'avait pas d'enfants, dans un lien d'affection avec les enfants, vraiment, ouais, très très charnel. Et je pense qu'elle les a beaucoup aidés. Et ils se sont aidés quelque part. Parce que voilà, on a besoin de s'attacher les uns aux autres quand c'est comme ça. Oui, c'est formidable comment tout le monde a fait face de manière si soudée. Tout le monde a fait face. Et puis, quelque part, c'était aussi assez miraculeux parce que cette famille, elle a dit oui, parce que j'ai été greffée rapidement, parce que ma convalescence, pas très facile, hein, j'ai été quand même vraiment très ralentie pendant 18 mois au total. Mais ma convalescence s'est globalement bien passée avec, moi je me dis, quand 80% va, tout va, quoi. On ne s'appesantit pas sur ce qui, sinon on pleure tous les matins. Donc globalement ça allait. Et ça c'est quelque chose de particulier aussi parce que il faut être dans du positif parce qu'on est le baromètre de l'humeur, quoi, global et familial. Donc si on dit que ça va pas, tout le monde, ah, qu'est-ce qui se passe, etc. Donc moi j'avais aussi ce souci de me dire, faut pas inquiéter tout le monde. Donc j'ai cette tendance à dire ça va, tout va bien. Voilà. Et c'est quoi la vie de maman avec un nouveau foie alors parce qu'il y a la possibilité d'un rejet, il y a un suivi médical important, j'imagine. Comment est-ce que vous avez vécu, est-ce que vous vivez encore ce parcours-là? Sur le sujet, je suis un peu dans le déni parce que pour moi, je me suis dit, je ne suis pas malade, je n'étais pas malade, c'est un accident de la vie. Donc ce foie qui m'a été offert, il n'était pas malade non plus. Donc je veux pas dire que je n'y pense pas parfois, mais vraiment j'écarte un peu cette pensée de me dire, bah non, je me dis voilà, aujourd'hui, il y a toutes les raisons pour que ça marche, j'en prends soin, j'ai une hygiène de vie, voilà, tout ce qu'on ne doit pas faire, je ne le fais pas. Et tout ce qu'on peut faire, j'en profite à fond par contre. Mais non, j'essaie de ne pas penser. On pourrait tous les jours, peut-être en tant que greffé, je ne sais pas si certains le vivent, mais de se dire, mon Dieu, si ça s'aggrave, mon Dieu, si ça ne va pas. Et moi, je me dis chaque jour qui m'est offert où ça va, bah, c'est ça qui est important pour moi. Et que si un jour ça va moins bien, eh bien, on fera face. Et puis, on sera bien aidé parce que la médecine fait des choses formidables. Et voilà. Parfois, les médecins qui sont dans leur succession de visites, etc., me disent non, mais vous inquiétez pas, vos reins sont abîmés. Non, mais on peut vous en greffer. Bon, ce que je ne souhaite pas forcément non plus. Mais si le foie ne va pas, non, mais on peut vous regreffer. Ce que je ne ne souhaite pas forcément non plus. Mais je suis toujours très confiante. Il y a une question que je vous ai pas posée, mais après combien de temps est-ce qu'on considère qu'une greffe est une réussite? Je ne veux pas. En fait, elle prend, on va dire presque tout de suite dès que les constantes reprennent et que le foie fonctionne. D'accord. Donc, mais après, elle peut prendre, et malheureusement pour certains, au bout d'un mois, ça fonctionne pas, ça fonctionne pas bien. Et pour d'autres, au bout d'un an. Et je croise quand je vais sur mes rendez-vous. Donc aujourd'hui, moi, j'ai des rendez-vous 2 fois dans l'année, donc ce qui n'est pas une contrainte énorme et un suivi très très précis quand même. Mais je croise beaucoup de gens qui ont été greffés parce qu'ils avaient une maladie qui a dégradé leur foie. Et parfois, ces personnes qui sont greffées, la maladie, elle est toujours là, elle est lancinante. Et chez cette personne, en réponse à la question que vous m'avez posée tout à l'heure, il y a quand même cette crainte. Parce que le foie, il est là, mais en fait, la maladie, elle attaque le foie. Et ce foie, il est
alors qu'il est greffé, il va être à nouveau fragilisé. Et moi, je donne beaucoup de confiance à mon foie, mais je me dis, j'espère qu'il ne va pas être attaqué, que je ne l'attaque pas. Mais voilà, donc moi, j'étais pas malade. C'est vraiment la particularité de cette situation, où quand même, beaucoup de greffés du foie, notamment des reins, ont une maladie qui vient fragiliser ou détruire leur organe, quoi. Vous disiez que la principale difficulté, ça a été de recouvrer vos forces et en particulier votre force musculaire. Vous aviez une volonté à toute épreuve, mais la force n'est, elle, finalement revenue que petit à petit. Ouais, vraiment, quand je me suis réveillée, je disais tout à l'heure, hein, donc ça veut dire, je suis dans un lit, mon mari, voyant la situation, gentiment, me dit: «Je t'ai amené un livre». Alors, presque un peu inconsciente, je veux prendre le livre et je ne peux pas porter un livre qui était un magazine, hein, qui était pas un livre. Ah oui, quand même. Et les personnes qui ont été sur des Covid très lourds là, ont vécu j'ai entendu des situations comme ça, mais la masse musculaire, voilà, je ne sais pas ce qui se passe sur le plan biologique, mais en tout cas, je ne pouvais ni bouger, voilà. J'étais intubée, donc je ne pouvais pas parler. Et là, voilà, au début, je me suis dit, ben, je peux bouger mes bras, il faut bouger les bras. Donc, je bougeais mes mains, je faisais des petits exercices, j'essayais de toucher la tête parce que dans la vie, on a envie de se gratter, et voilà. Donc, et puis, très vite, je voyais une fenêtre et je voyais le ciel dehors et je me disais, qu'est-ce qu'il y a derrière? Je veux voir ce qu'il y a derrière. Donc, j'ai demandé à aller dehors. Et en fait, les équipes médicales, à la grande surprise presque de mon mari, voilà, on a pris tous les tuyaux, toutes les perfusions, tout ce qui, voilà, et on est allé avec mes parents et mon mari, on est allé jusqu'à dehors pour que je voie dehors ce que je voyais de l'intérieur, que je ne voyais pas vraiment, ce que je voyais surtout le ciel. Et c'est pas grand-chose, mais quand on est immobile et qu'on voit pendant 24 heures la même chose, le fait de me dire je sais où je suis, ça a donné une autre perspective. Et après, une fois que j'ai fait ça, j'ai rencontré une kinésithérapeute formidable à qui j'ai dit je voudrais marcher. Et je pouvais pas marcher, je pouvais pas m'asseoir. Elle m'a dit si, on va essayer. Et donc, assez vite, elle est venue me voir tous les jours et elle m'a aidée à marcher. Et j'ai marché avec elle, alors très soutenue devant, derrière, partout, mais elle m'a aidée à marcher. Et ouais, j'ai souvenir de cette femme vraiment, voilà, qui faisait son métier avec passion. Et donc j'ai marché dans le couloir et cet aller-retour après, c'était, je me dis voilà, aujourd'hui j'ai fait 10 mètres et demain on va faire plus, quoi. Voilà. C'était, et puis après, je voulais me lever au pied du lit, voilà, j'ai demandé à manger. J'avais une sonde gastrique, j'ai dit si, moi je vais pouvoir manger, il faut me l'enlever. Je promets, je vais manger, je vais pouvoir manger, quoi. Et donc ils me l'ont enlevé. Ils me l'ont enlevé, c'est pas très facile, mais je me disais si, allez, cette sonde gastrique, il faut tout enlever, quoi, en gros. Débarrassez-moi tout ça. Débarrassez-moi tout ça. Et ouais, ça c'est. Et finalement, quand même, malgré la gravité, j'ai pu retourner à la maison. Donc voilà, après 2 mois, j'ai pas les détails en tête, mais j'ai pu retourner à la maison, voilà, et revenir avec les enfants qui m'attendaient. Et voilà, c'était quand même la fête. Et votre époux devait évidemment être soulagé de vous voir revenir. Comment lui, il a vécu toute cette période-là? Difficilement, et il en a parlé. Il en a parlé un peu avec mes parents. Alors, mes parents avaient un camping-car et donc ils ont garé le camping-car sur le parking de Panchaillou. Et pendant tout le temps où j'étais à l'hôpital, il y avait tout le temps quelqu'un qui habitait dans le camping-car, mais notamment beaucoup mon mari. Et donc il était là tout le temps. Et dès qu'il pouvait, il venait. Et difficile, et il en a sans doute plus parlé à l'époque avec tous ceux qui l'entouraient qu'avec moi, parce que je n'étais pas dans l'échange, je pouvais pas. Et après, on en a un peu parlé, mais sans plus non plus. Peut-être parce que sur le moment, moi, je pouvais pas parler de ce que je n'avais pas vécu, mais je sentais chez lui l'attente de revenir dans la vie. Et après réflexion comme ça, je me dis, ben voilà, on n'en a pas plus parlé que ça.
Et pourtant, il a été tellement aidant de tout faire. Mais voilà, on est un couple soudé et je pense que j'espère qu'il n'aura jamais à le refaire, mais s'il fallait que je le fasse pour lui, je le ferais. Il l'a fait pour moi. Ah, c'est vraiment très fort votre histoire familiale, Edith. Et j'aimerais revenir sur ce que vous disiez tout à l'heure quand vous parliez du donneur ou de la donneuse et de sa famille. On sent un lien très fort, comme un lien intérieur qui vous relie, comme si c'était un fil qui vous relie à cette famille qui a un vécu à l'opposé du vôtre. Le don, c'est anonyme, donc moi, je ne sais pas si c'est un homme, si c'est une femme. En fait, c'est comme une présence. La manière dont je le vis, ouais, c'est un peu ça. Et c'est comme une présence ou une pensée abstraite parce qu'on ne peut pas se figurer de qui il s'agit. On blaguait avec mon mari parce qu'avant d'être greffée, je n'aimais pas le melon. Et maintenant, je mange beaucoup de melon. Ah, il me dit, ton donneur devait aimer le melon. Je dis, peut-être. Voilà. Et je danse très mal. Et mon mari disait, ton donneur ne va pas bien danser parce que tu danses toujours aussi mal. Donc, voilà. Parfois, on en parle sous forme d'anecdote. Mais ce lien que j'ai, par exemple, il m'est quand même assez intime et personnel. Il y a quelque temps, ça date un peu, mais ma sœur, avec qui je suis proche, elle me dit, mais non, t'y penses pas tous les jours. Et je lui dis, pourquoi tu dis ça? Ouais. Et ça m'avait un peu surprise parce que je me suis dit, je n'en parle pas tous les jours. Et je peux pas dire que j'y pense tous les jours, mais j'y pense presque tous les jours. Des petits moments fugaces, et souvent pour moi, toutes les choses de l'ordre de la contemplation. Je suis dans mon bureau, le soleil se couche et c'est beau. En fait, tout ce qui est beau me fait penser à mon donneur. Pourquoi? Je sais pas. C'est ma manière d'y penser. J'ai vraiment cette admiration pour ces familles qui sont dans des moments d'une douleur intense et puis qui se projettent vers d'autres. C'est juste magnifique. Ouais, c'est le mot magnifique. Et vous d'ailleurs, vous relayez ça en prenant la parole et en témoignant. Je témoigne parfois auprès des jeunes qui se forment sur les métiers du soin, auprès des scolaires ou quand on me demande. Et c'est un juste retour de se dire de ce cadeau que j'ai reçu. Parce qu'aujourd'hui, peut-être que des familles qui ont de l'inquiétude ou qui se disent « non, si ça m'arrivait, je n'aimerais pas », je me dis peut-être qu'en entendant une fois, un jour, par hasard, un témoignage ou l'écho d'un bout de témoignage, si elle pouvait se dire ah oui, j'avais pas pensé à ça. C'est un peu comme le colibri qui fait sa part pour aider à changer les choses. Et là, pour aider à ce qu'on parle du don avec nos proches et qu'on connaisse nos positions respectives. Ouais, et puis qu'il y ait cette facilité à se dire, ça lui était cher, ou on en a parlé une fois, et je sais qu'il aurait été pour. Mais il y a souvent, je suppose, dans le refus de la peur, de la méconnaissance aussi, de se dire, est-ce qu'il aurait voulu ou est-ce qu'elle aurait voulu, est-ce qu'elle n'aurait pas voulu? Et oui, c'est certain, il y a rien de tel, hein. Aujourd'hui, c'est en parlant des sujets qui sont pas forcément les plus faciles, qu'on prépare ce chemin, quoi. Oui, et c'est important de dire que les prélèvements sont réalisés dans le respect du corps du défunt, de parler de l'éthique du processus, et que ce don, quelque part, peut mettre du sens dans la mort de la personne. C'est certain. J'ai une amie qui a perdu son frère dans un accident de moto, son frère de 19 ans, et je ne connais pas forcément beaucoup ses parents, mais elle me dit à chaque fois, quand son frère est décédé, mes parents ont dit oui, et sans me connaître, et après elle leur a parlé de mon histoire, et ça leur fait très chaud au cœur parce qu'ils se projettent à travers l'histoire qui n'est pas la destination des organes qui ont été prélevés à leur fils, mais de se dire, voilà, ah oui, on sait que des familles, comme celle d'Edith et sa famille, grâce à des gestes comme le nôtre, et je trouve que c'est très, à mon sens, très,
plutôt très apaisant et je souhaite que cette situation forcément ne me soit pas posée parce qu'on souhaite jamais le décès de quelqu'un, mais de se dire que on meurt et pour rien, alors que si à travers cette mort plusieurs vies sont sauvées, parce que c'est des vies sauvées. Voilà, moi sans cette greffe, quand on branche quelqu'un à qui on a enlevé le foie sur cette machine qui s'appelle Mars là, c'est 72 heures. Et non, c'est juste miraculeux. C'est très beau d'être greffé, mais je me dis quel respect, c'est très beau d'avoir dit oui. Presque plus beau, d'ailleurs. Et donc là, ça fait 20 ans, un peu moins de 20 ans? Un peu moins. Ça fait 15 ans, voilà, depuis le tout début de l'année, donc ça fera 16 ans en février prochain, quoi. Vous avez repris une vie très active et vous disiez tout à l'heure que vous témoignez auprès des futurs professionnels du soin, des jeunes, etc. C'est dans le cadre de France Adot? Alors je témoigne à la dot. J'ai été forcément tout de suite sensibilisée aux travaux de la dot qui sont continus en Côte d'Armor. En plus, il y a vraiment une dynamique très très forte pour promouvoir le don, pour en parler, pour être présent. Donc, je vais dire autant que possible. Mais aussi, dès qu'on me le demande, pour d'autres occasions, je me dis en fait toutes les occasions sont bonnes. Bien sûr. Et donc beaucoup viennent de la dot parce que c'est quand même voilà l'association qui est la plus sollicitée pour parler de ce sujet. Mais on a pu me demander dans le cadre de scolaire ou bien l'hôpital de Saint-Brieuc aussi qui fait des campagnes. Donc il y a eu des journées pour sensibiliser tout le personnel soignant sur justement tous ces décès en mort encéphalique, savoir percevoir des signes avant-coureurs pour que en fait aucune possibilité de don n'échappe aux équipes de la coordination et du prélèvement. Parce que si on n'y est pas sensibilisé, bien en fait la personne elle décède ou elle va décéder et voilà. Alors que s'il y a une attention et une compréhension en fait des signes cliniques qui permettent le don, aujourd'hui peut-être on pourra sauver plus de personnes. Donc j'ai participé volontiers dans le cadre de cette journée qui a eu lieu l'année dernière et puis régulièrement auprès de l'IFSI, voilà. L'IFSI, c'est quoi? L'institut qui forme les infirmiers. Et j'en profite souvent quand je rencontre les personnels soignants aussi pour parler de ce temps d'hospitalisation. Parce qu'on parle beaucoup aujourd'hui voilà, des difficultés du monde hospitalier. Moi, j'ai croisé des équipes assez formidables. J'ai des souvenirs précis de ces temps d'hospitalisation où en fait on perd tous ses repères à tel point que on est tellement perdu qu'il y a des choses qu'on ne comprend pas. Et pour moi qui étais par exemple en réanimation, il y avait des charmantes infirmières qui venaient s'occuper de moi, etc. Et elles venaient et je sans doute pas tout à fait dans un état normal, mais et je me disais tiens mais où est-ce qu'elles vont manger, comment elles font, etc. Et on entre dans une relation particulière avec ces personnels soignants qui ne font que courir quoi. Et malgré le fait qu'ils sont tout le temps à la hâte et partout, qui prennent le temps, qui expliquent les choses et ouais c'était vraiment et qui m'ont expliqué où j'étais. Et je me dis j'étais jeune, j'étais confuse, mais on a pris le temps. Et je me dis, j'espère en tout cas que chaque personne confuse, on ne se dit pas elle est juste vieille, elle est confuse. Et que quand on est un soignant, on prend le temps, même un tout petit temps, pour dire voilà où vous êtes et voilà ce qui vous arrive. Et ça, je les ai remerciés après. Je suis retournée les voir assez longtemps après. Alors assez longtemps, ça devait être 3 ans après ma greffe. Et j'étais allée saluer ces équipes, voilà, pour leur dire que j'étais en forme. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voudriez ajouter pour les personnes qui nous écoutent? Je vais dire 2 choses. À travers ce témoignage, un merci à mon donneur, que je ne connais pas, et sa famille, bien sûr. Et par extension à toutes ces familles de donneurs. Voilà. Et puis la deuxième chose, c'est que on le dit sans arrêt, mais il faut parler de ce sujet. Il faut oser en parler à ses proches et que, à l'occasion d'un témoignage,
C'est peut-être l'écoute d'une bande comme celle-là, ou d'une publicité, ou voilà, qu'on va trouver ce moment où on se dit « Et toi, qu'est-ce que tu en penses ?» Donc parlez-en. Parlez-en en famille et n'ayez pas peur d'aborder le sujet avec les enfants, les adolescents. Oui, et en parler, je pense qu'à l'échelle d'une famille, il peut y avoir une position en fait ou un échange très ouvert où chacun partage en fait et la discussion est toujours beaucoup plus aisée quand on a cette capacité à parler des sujets un peu durs. Et je pense que malheureusement aujourd'hui peut-être que on peut être tenté de se réfugier dans des choses faciles et derrière nos téléphones ou nos écrans, et que on perd aussi ces échanges. Voilà, on a eu des coupures d'électricité en Bretagne avec cette tempête-là. J'ai bien aimé ces coupures d'électricité parce que tout le monde revient autour du poêle et on discute. Donc il faut presque se souhaiter quelques coupures d'électricité. Ah oui, rien de mieux que la connexion humaine, ça c'est sûr. En tout cas, merci beaucoup Edith pour nous avoir partagé votre histoire et avoir apporté votre témoignage ô combien précieux et qui j'espère aura convaincu les auditrices et les auditeurs de l'importance d'être donneur et donneuse. Sauver des vies, vous le savez maintenant, c'est un geste, une décision extraordinaire, mais qui est à notre portée. Et puis, vous qui nous écoutez, si vous avez été greffé, n'hésitez pas à commenter cet épisode pour vous aussi nous apporter votre témoignage, votre expérience. Merci beaucoup. À bientôt. Si vous avez aimé cette rencontre, n'hésitez pas à la partager sur vos réseaux préférés. Plus nous serons nombreux à en profiter, plus ce podcast aura de sens. Et ça a l'air de rien, mais en donnant 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme d'écoute et en donnant un avis, ça aide à le faire connaître. Vous pouvez aussi retrouver tous les épisodes sur le site ainsivalavie.fr et vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes. À très bientôt.